Mes chers amis, bonjour. Au menu, troisième épisode de l'histoire du circuit imprimé pour lequel la Seconde Guerre mondiale va permettre de montrer une partie de son potentiel industriel. Des essais de circuits imprimés, il y en a eu dans la première moitié du XXe siècle, mais aucun n'est passé à la fabrication série avant celui qui équipera une application militaire. On va parler de la composition de ce premier circuit imprimé industriel et du procédé de fabrication. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve après le générique. Nous sommes en 1941. De son côté, Paul Eisler continuait à réfléchir sur le principe du circuit imprimé. Pour être plus efficace, il s'informa sur les techniques existantes dans le domaine. Il fit des recherches et évalua tous les procédés de création de circuits imprimés mis au point par d'autres inventeurs. Mais aucun ne le convainquit. Il préféra partir sur une solution basée sur l'utilisation d'une feuille de métal sur une plaque d'isolant. Le but d'Eisler n'était pas seulement de faire du circuit imprimé une méthode moins coûteuse pour remplacer le montage point à point, il voulait créer une nouvelle technologie qui pourrait s'insérer partout dans l'industrie électrique. L'enchevêtrement de fils répartis en 3 dimensions devait se réduire à un motif métallique reporté sur une ou plusieurs surfaces métalliques planes en 2 dimensions portées par des bases isolantes sous la forme de films de papier ou de dalles. Un circuit comprenant 2 plans de motifs métalliques pouvait voir ces plans répartis au recto et au verso d'une même base isolante. De ce fait, la feuille métallique collée sur une base isolante devint la matière première de l'industrie naissante du circuit imprimé. La feuille et la base isolante devaient présenter des qualités particulières et l'ensemble, c'est-à-dire la feuille métallique collée sur la base isolante, devait présenter de bonnes caractéristiques liées à l'uniformité de la base isolante ou diélectrique, l'épaisseur du conducteur, la résistance à la traction et à la compression, la flexibilité, la ductilité, c'est-à-dire sa capacité à se déformer sans se rompre, l'élasticité, l'orientation du grain, la composition, la résistivité, le coefficient de température, l'endurance à la température et force de liaison. Bon, ça, c'était dans le meilleur des mondes, mais en 1941, c'était la guerre. Et qui dit guerre dit restriction. Et Paul Eisler dut se contenter de feuilles de cuivre laminées collées sur du papier verni. En 1942, Paul Eisler envisagea de déposer plusieurs demandes de brevets correspondant à ces avancées. Cependant, son employeur, Harold Weisstrong, ne lui permit de ne déposer qu'une seule demande. Aussi, ce fut le dépôt d'un brevet très éclectique qui fut fait, parlant d'applications de circuits imprimés aussi bien sur des équipements électroniques que sur des équipements électrotechniques, d'antennes, de transformateurs, de moteurs, etc. Cependant, ce brevet fut divisé en 3 brevets en 1950. D'août 1940 jusqu'au début 1942, les équipes américaines repensèrent la conception de la fusée de proximité à partir des éléments apportés par les Britanniques. Des composants furent testés et des prototypes évalués. De plus en plus de monde fut impliqué dans ce projet, de sorte que la section T, dont on a parlé dans l'épisode précédent, devient l'APL, Applied Physics Laboratory, rattachée à l'université Johns Hopkins de Baltimore. Les tubes à vide employés pour le fonctionnement des fusées de proximité furent miniaturisés de telle sorte que le 29 janvier 1942, des prototypes purent être réalisés et prêts à être tirés par des canons de calibre 127 mm. Dans ces prototypes, comme dans les séries suivantes, il n'y avait pas de circuit imprimé. Les composants étaient soudés comme avant la guerre sur les appareils radio, point à point. Les prototypes furent tirés par des canons antiaériens de la marine, et au bout d'une course de 8 km au-dessus de l'eau, seuls 52% virent leur système radar activé à l'approche de la surface. 3 mois plus tard, ce taux est amené à 70%. La production en masse put donc commencer dès 1942.
Afin de maintenir l'ensemble électronique dans un bloc rigide, il était pris lors d'un procédé sous pression dans de la cire microcristalline. Au début 1943, Paul Eisler souhaita communiquer avec les instances en lien avec la conception de matériel électronique secret de l'armée. Il en parla à Harold Weisselstrong, qui avait pas mal de relations et qui s'engagea à convier différentes équipes alliées à venir dans le laboratoire d'Eisler. Paul Eisler comptait leur montrer une réplique de la radio qu'il avait modifiée en 1936. À partir de février 1943, des ingénieurs et militaires britanniques et américains défilèrent dans le laboratoire d'Eisler qui leur fit des démonstrations, leur parla de détails de la production et leur fournit des échantillons de gravure. Les ministères britanniques rejetèrent l'invention et, dans leur sillage, les entreprises industrielles britanniques. Les Américains semblèrent aussi ignorer l'idée. Cependant... En 1944, afin de miniaturiser davantage les fusées de proximité pour les insérer dans des munitions encore plus petites, le circuit imprimé apporta sa petite révolution. Ce fut donc en 1944 qu'un circuit imprimé fut, pour la première fois, fabriqué en série à des milliers d'exemplaires. Pour ce premier circuit imprimé, plusieurs matières isolantes avaient tout d'abord été envisagées, comme le papier, le plastique, la porcelaine ou le verre. Mais ce fut la céramique à base de stéatite qui permit d'obtenir les meilleures caractéristiques. Pourquoi la stéatite ? Il faut savoir que depuis le milieu du 19e siècle et l'arrivée massive de la télégraphie électrique, c'était la porcelaine industrielle, dure et émaillée, mais de composition assez similaire à celle de la vaisselle, qui servait d'isolant. Au début du XXe siècle, la porcelaine en tant qu'isolant était partout dans l'électricité et l'électronique sous de multiples formes. Dans le même temps, dans le domaine de l'isolation thermique, c'était la stéatite qui était utilisée. La stéatite est une roche à la fois très tendre et résistante, présentant une capacité calorifique élevée, c'est-à-dire qu'elle peut absorber une grande quantité de chaleur. La stéatite est composée à 45% de talc, une forme de silicate de magnésium, 45 à 48% de magnésite, principalement du carbonate de magnésium, et 7 à 10% de chlorite. La stéatite est connue depuis le Paléolithique supérieur. Utilisée d'abord pour des sculptures, elle sera utilisée ensuite pour la confection de vaisselle dès le Haut Moyen-Âge. Le talc est également connu en cosmétique. Bien plus tard, au milieu du 19e siècle, des industriels de la région de Nuremberg, Johann von Schwarz et Jean Stadelmann, utilisèrent la stéatite pour faire des becs de gaz du fait de sa caractéristique principale. En effet, après cuisson, la stéatite donne une céramique dure et très résistante à la chaleur. À la fin du 19e siècle, la stéatite fut utilisée pour façonner les becs de brûleurs pour l'éclairage public à l'acétylène. Au début des années 1910, on retrouve la stéatite en tant qu'isolant électrique dans les bougies d'allumage pour automobiles, mais dans sa forme non durcie et de ce fait inférieure à la porcelaine industrielle. En 1916, en pleine guerre mondiale, les industriels français Georges-Louis Dimitri et Jules-Édouard Delaunay déposèrent un brevet pour un procédé de fabrication de céramique à base de stéatite en poudre et de silicate comme le feldspath par exemple, les proportions variant en fonction du degré de résistance que l'on souhaite obtenir. Le tout était mélangé et mis sous pression dans un moule qui mettait en forme la pièce à obtenir. Venait ensuite la cuisson à 1400-1500 degrés. Le brevet n'était pas très explicite sur la pression à exercer et le temps de cuisson. Quoi qu'il en soit, le résultat était très résistant au choc, aux hautes températures jusqu'à 1000 degrés et au passage du courant électrique. Puis, au début des années 1940, au laboratoire Bell Telephone, le physicien américain Merle Rintering travailla sur les stéatites. En fait, il faut préciser qu'au début des années 1940, la dénomination stéatite était appliquée à tous les matériaux céramiques de synthèse fabriqués à partir du talc, le silicate de magnésium. La stéatite de synthèse était préparée à partir d'un mélange avec entre 60 et 85% de talc, 7 et 30% de kaolin, une argile blanche friable et réfractaire composée principalement de silicate d'aluminium, et entre 7 et 20% d'oxyde de magnésium. Il était important
que les matériaux soient relativement purs. Il avait été constaté que la présence de 0,1% d'oxyde de métal alcalin pouvait entraîner une modification notable des propriétés électriques de la céramique. Les métaux alcalins, ce sont les éléments de la première colonne du tableau périodique de Mendeleïev, à l'exception de l'hydrogène. Donc le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium. Après un ajout d'un peu d'eau distillée et plusieurs opérations de tamisage, le mélange était homogénéisé et réduit en poudre contenant 5% d'humidité. Le mélange était réparti dans des moules de 6,3 cm de diamètre en couches d'épaisseur entre 2 et 2,5 mm et soumis à une pression de 1,2 tonnes par centimètre carré avec des relâchements de pression à 62 kg, 310 kg et 620 kg par centimètre carré pour éviter un phénomène de laminage. Puis les disques étaient placés dans un four à 1290 degrés Celsius pendant 1 heure à 1 heure et demie. Le refroidissement durait ensuite entre 6 et 12 heures. Les disques obtenus étaient composés alors de 50 à 60% de dioxyde de silicium, de 35 à 42% d'oxyde de magnésium et entre 7 à 8,5% d'oxyde d'aluminium. Ces disques présentaient essentiellement des phases cristallines fermement maintenues par la présence de verre. Ils étaient par conséquent denses et robustes. La porcelaine est composée de phases cristallines de silicate d'aluminium et de quartz noyé dans du verre alcalin dans lequel on trouve des quantités d'ions de sodium et de potassium. Et si vous vous souvenez bien de ce que nous avons dit au sujet des métaux alcalins dans un isolant, ce n'est pas très bon. De ce fait, la céramique de stéatite présentait de très bonnes caractéristiques électriques en termes d'isolant. De plus, les stéatites présentaient une résistance à la traction et à la compression 3 fois supérieure à la porcelaine industrielle. Mais revenons à notre circuit imprimé. Une fois la base de céramique de stéatite obtenue, les pistes électriques étaient imprimées avec une peinture argentée constituée de fines particules d'argent diluées dans de l'acétone. Pourquoi l'argent ? Parce que les éléments obtenus lors de la corrosion de l'argent, comme le sulfure d'argent ou l'oxyde d'argent, restent hautement conducteurs, contrairement au cuivre ou à l'aluminium. Une fois déposé au travers d'un pochoir, l'ensemble piste d'argent et plaquettes de stéatite était passé au four à une température comprise entre 700 et 800 degrés Celsius, et ce, pour avoir un maximum d'adhérence de l'argent sur la céramique. Une fois fait, les composants passifs étaient posés, tels les résistances, pour lesquelles une pâte résistive constituée de poudre de graphite et de poudre de mica était appliquée aux endroits prévus. En fonction du dosage de ces deux ingrédients, on obtenait des résistances allant de 3 ohms à 200 mégohms. On aura l'occasion de parler davantage de résistance et des ohms dans un autre épisode. Une résine protectrice était ensuite appliquée pour protéger la pâte résistive. Des condensateurs sont ensuite soudés directement sur les pistes, là où elles sont nécessaires. Nous aurons aussi l'occasion de parler de condensateurs une prochaine fois. Ici, les condensateurs étaient composés d'un disque de diélectrique constitué de céramique de titanate de barium, mesurant de 3 à 10 mm de diamètre pour une épaisseur d'environ 1 mm. Chaque face était métallisée plus ou moins en fonction des caractéristiques du condensateur voulu. Venaient enfin les tubes à vide miniaturisés, soudés aux emplacements prévus. Au début de l'introduction du circuit imprimé dans les fusées de proximité, le but était la seule réduction de taille de l'électronique. Mais le circuit imprimé a aussi apporté une certaine uniformité de la production, une réduction des temps de montage et de contrôle, mais aussi une réduction non négligeable des rebuts. Les procédés d'impression électronique devinrent attrayants sur le plan industriel, car de grandes réductions de coûts étaient devenues possibles. En effet, à cette époque, dans les chaînes de montage, le câblage représentait l'un des plus gros coûts de production. Les fils devaient être coupés à la longueur voulue, pliés et soudés, ou connectés individuellement, avec souvent une fiabilité douteuse. Les fusées de proximité permirent entre autres de protéger la population britannique de la destruction par les bombes volantes allemandes V1, avec un taux de réussite proche des 80%. En parlant de l'Allemagne, c'est en 1944 que le développement de la fusée de proximité allemande reprit à la Rheinmetall Borsig.
Cependant, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle affichait un taux de fonctionnement de près de 80%. Mais la fin de la guerre était proche et il était trop tard. Nous voici arrivés à la fin de cette troisième, mais pas dernière, partie de la fabuleuse épopée du circuit imprimé. J'espère qu'elle vous a plu, et si tel est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire qui va bien, car c'est extrêmement important pour moi et pour le développement de la chaîne. Dites-moi aussi si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, et dans ce cas, dites-moi pourquoi. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les routes de l'électron, et d'ici là, portez-vous bien.